Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition au-delà de l'actualité. Ce soir, nous recevons Maître Georges Kapiamba pour faire le point avec l'actualité. Maître Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ACAJ. Exact, Association congolaise pour l'accès à la justice. C'est cela. Nous allons voir avec vous les grands axes de l'actualité. On commence bien entendu par le meeting d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Vous étiez dans le meeting ou vous avez suivi comme nous à la télé? Non, merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez lancée dans cette émission. Bon, en ce qui concerne les meetings, nous avons été aussi invités en tant que représentants des forces sociales. Oui. Donc, nous avons été là, accompagnés aussi de mes collaborateurs de la CAJ qui avaient comme tâche principale de pouvoir observer les comportements d'abord de participants au meeting, des organisateurs, mais aussi la manière dont la police nationale allait se comporter pour encadrer la dite activité jusqu'à la fin. Donc, nous avons été sur place et nous sommes heureux d'avoir suivi tout jusqu'à la fin. Alors, les meetings, il y a les grands axes qui s'imposent. Il y a Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, appelé à la tenue de l'élection présidentielle et la fin du deuxième mandat du chef de l'État. Si arrivé à cette date, on doit constater la fin du mandat du chef de l'État. Oui, je pense que sur cette question, il ne doit pas y avoir beaucoup de discussions et c'est de votre obligation, comme nous tous en tant que compatriotes, nous qui sommes appelés à édifier nos concitoyens, la fin du mandat en cours du président en exercice est déjà déterminée par la Constitution. Je voudrais rappeler qu'au terme de l'article 220 de la Constitution de notre pays, qui a été adopté par 85% des Congolais qui avaient participé au référendum, cet article dit que le mandat pour un chef de l'État dans notre pays est de 5 ans. La durée est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous savons tous qu'en 2006, le chef de l'État a été élu. Il a renouvelé, il a eu un deuxième mandat en 2011. Donc logiquement, d'ici le 19 décembre, le pays est censé connaître l'entrée en fonction d'un nouveau président qui doit être élu à l'issue du scrutin présidentiel que la Commission nationale indépendante, la CENI, doit obligatoirement convoquer 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État en cours. Donc c'est la Constitution qui a déjà prescrit cela, qui a déjà prévu cet état de choses. Ce n'est pas que c'est seulement le président Étienne Tshisekedi qui impose, mais le président Étienne Tshisekedi, j'ai compris, comme tout autre leader de l'opposition ou de la société civile que nous sommes, ou tout citoyen congolais, s'est vu dans le devoir de rappeler le respect de la Constitution au chef de l'État en exercice. C'est normal. Voilà. Alors, vous ne voyez pas que mettre cette date comme étant la fin du mandat du président de la République est un porte-faux avec la CENI qui n'est qu'au début de l'opération électorale? Non, je crois que nous sommes une république démocratique du Congo. Démocratique, ça suppose que nous sommes un État, une société engagée dans un système démocratique qui voudrait dire on privilégie les débats, la discussion qui doit porter sur tout ce qu'il y a comme affaire de notre société, le devenir de notre société. Nous sommes aussi un État de droit qui voudrait dire que
seule la loi, les droits, priment sur tout autre. Même la parole du chef de l'État ou d'un ministre ou de vous comme de moi ne peuvent pas avoir de l'ascendance sur le droit. Donc nous sommes tous unis, dirigés que par la Constitution. C'est encore une raison pour laquelle je voudrais rappeler que le délai là, ce que nous avons entendu les gens parler, même dans la presse, il y a eu beaucoup de commentaires, dans les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup, il y a des gens qui veulent dérouter la population en disant qu'on a fixé un préavis au président de la République. Non, ce préavis-là est déjà fixé par la Constitution elle-même. Ce n'est pas Tshisekedi non, ce n'est pas Tshisekedi. Non, Tshisekedi n'a fait que rappeler, comme je l'ai mentionné, c'est comme vous aussi, vous avez le droit de le rappeler, ainsi que nous tous, en tant que force vive, pour dire, dans l'intérêt d'un État de droit, du respect des lois de notre pays, vous, le président de la République, en fonction, voilà, conformément à notre Constitution, il vous reste autant de jours, autant de mois, et la loi, la Constitution dit 90 jours avant la fin de votre mandat, vous devez tout mettre en œuvre avec le gouvernement ainsi que la CENI pour que l'élection de celui qui doit vous succéder ait lieu, parce que c'est celui-là qui doit reprendre les flambeaux, qui doit être à la direction des affaires à partir du 20 décembre. Donc, c'est un rappel, ce n'est pas que le président Étienne Tshisekedi a fixé, il a rappelé l'esprit de la Constitution. Alors, par rapport maintenant à la CENI, vous dites, est-ce que on ne sera pas en déphasage par rapport à ce que la CENI fait? Non. Nous sommes un État de droit. La CENI n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est pas au-dessus, elle ne peut pas être au-dessus de la Constitution, moins encore son président. Tout ce qu'ils doivent faire, parce que le président de la CENI ainsi que tous les membres de la direction de la CENI ont prêté serment de respecter la Constitution, de respecter les lois de la République. Et les lois de la République leur imposent, notamment l'article 73 de la Constitution dit que la CENI a l'obligation de convoquer l'élection du président de la République 90 jours, soit 3 mois avant la fin du mandat. C'est une obligation. La CENI n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit prendre des dispositions. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, elle sait pourquoi elle est en train de le faire et pourquoi elle a attendu tout ce temps pour commencer seulement maintenant. Pourquoi n'avoir pas commencé ça depuis l'année passée? Vous savez qu'il y a plus de 80 millions de dollars déjà mis à la disposition de la CENI, notamment pour fiabilisation du fichier, cartographie. Nous sommes au courant, nous avons tous les documents. Pourquoi ils ont attendu? Déjà, au mois de novembre 2015, la CENI avait déjà signé les accords avec une entreprise pour ce travail-là, avec les cahiers de charges. Pourquoi ils ont renoncé à tout ça? Donc, nous considérons, nous, en tant qu'observateurs, membres de la société civile, que l'actuelle direction de la CENI est en train de jouer au dilatoire. Parce que même l'opération qui est lancée depuis le dimanche passé dans la province du Nord Ubangui donne l'impression d'être une refonte totale du fichier électoral. On dirait qu'ils veulent reprendre un recensement général de tous les Congolais. Donc, ce qui n'a pas été obtenu dans les manœuvres de 2015. Vous êtes de la société civile. La CENI ne vous a pas associé à cette... Non, vous ne connaissez pas ce que la CENI fait. Nous avons écrit plusieurs fois. Nous sommes intervenus plusieurs fois. On n'a jamais reçu l'invitation de la CENI pour que nous puissions discuter de tout ceci ensemble. Vous avez suivi le samedi passé quelques organisations de la société civile, même celles de province. Nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa avec les amis de l'AETA, la plateforme qui travaille sur les questions électorales, pour analyser sur la faisabilité, la possibilité d'organiser encore, notamment l'élection présidentielle dans les délais. Nous sommes tombés tous d'accord avec les concours de plusieurs experts en la matière qu'il est possible aujourd'hui d'organiser encore l'élection présidentielle avant la fin de l'année. Et nous,
le calendrier que nous avons tous adopté de manière consensuelle, les organisations de la société civile, qui a été porté même à la connaissance de la CENI, fixe l'élection du président de la République le 5 décembre. Nous avons tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Voilà pourquoi nous rappelons encore, nous sensibilisons le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, à pouvoir entendre la voix de la raison, de ne pas penser ou se considérer comme le seul à avoir le monopole de la réflexion sur cette matière. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là est en violation flagrante de la Constitution. Il sait très bien qu'au terme de la Constitution, il doit convoquer cette élection, ce scrutin, 90 jours. Mais lui commence l'opération d'enrôlement et il dit que ça va se faire dans les 11 mois. Il n'y a aucun calendrier fixant des opérations avec un chronogramme pouvant permettre aux autres analystes que nous sommes de suivre mais tout le ça. chronogramme, vous l'aurez disons, dans les dialogues. C'est ce qui est prévu. Alors, si tel est le cas, si cela devrait sortir du dialogue, c'est qui est une bonne chose, parce que c'est ça aussi notre entendement, à ce moment-là, il doit arrêter avec ce qu'il est en train de faire dans la province du Nord-Ubangi. Il doit arrêter, attendre les compromis, les consensus qui devra se dégager de cette discussion entre les parties prenantes, mais il doit par contre prendre des dispositions pour convoquer déjà les scrutins 90 jours, parce que ça c'est une obligation constitutionnelle. S'il ne le fait pas, il tombe dans la haute trahison, et là c'est son affaire, ainsi que ceux qui lui auront apporté le concours. À vous entendre parler, ce que fait Corneille Nangaa, le président de la CENI, à l'Équateur notamment, ne vous engage pas? Non, nous trouvons ça comme une des manœuvres dilatoires en réalité, parce qu'il ne peut pas de lui-même comme ça se réveiller et décider de programmer des opérations d'enrôlement étalées sur 11 mois, tout en sachant que la Constitution a déjà imposé des délais. Donc quand il dit 11 mois, ça veut dire que il fait d'abord cette opération, ce qui n'est pas d'abord très sûr que tout pourra être fait et terminé dans les 11 mois, parce qu'il y a des imprévus. Donc ça peut aller au-delà même des 11 mois, le temps de recueillir toutes les informations, les retravailler pour avoir un fichier unique, viable, nettoyé et tout ça. Donc ça veut dire qu'il veut maintenant engager la République dans une attente encore de 2 ans, peut-être même 3 ans, parce que nous ne connaissons même pas la formule qu'il a adoptée pour les élections. Par quelle élection entend-il commencer? Voilà pourquoi nous nous disons qu'il faudrait qu'il arrête ces opérations-là. Elles sont contre-productives par rapport aux impératifs constitutionnels. Et nous demandons encore à ce que les dialogues se tiennent rapidement, dans un bref délai, si c'est possible, dans 10 jours, d'ici le 15 août, si le consensus peut être déjà dégagé. À ce moment-là, toutes les parties prenantes pourront s'engager sur un nouveau chronogramme devant au moins s'adapter, s'articuler en fonction des impératifs de la Constitution. Alors, mais parlant du dialogue, là, le président Étienne Tshisekedi n'a pas vraiment, il n'est pas vraiment sûr d'appartenir à ces dialogues-là. Il appelle plutôt au remplacement d'Eden Kodjo. Bon, moi j'analyse, je ne réponds pas comme le porte-parole du président Étienne Tshisekedi, mais j'analyse, j'observe, j'ai suivi les messages. Je sais que déjà, il y a plus ou moins 10 jours que le Rassemblement a publié une déclaration par laquelle il récusait les facilitateurs Eden Kodjo.
en fournissant, en avançant même des raisons. Oui. Des raisons qui sont fondées, que nous, de la société civile, nous partageons à 100%, parce que nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre autour de ces deux préalables. Et lorsque même les facilitateurs nous avaient reçus en début de l'année, nous étions une délégation des organisations de la société civile, nous sommes allés lui remettre un mémorandum. Les premiers points que nous avions présentés comme un préalable, c'est aussi les mêmes qui est soulevé par les rassemblés, à savoir qu'il ne peut pas y avoir des dialogues nationaux inclusifs avec des acteurs de l'opposition, certains acteurs de l'opposition et certains acteurs de la société civile en prison ou en détention, alors qu'on sait très bien que ces gens, pour la plupart, ont été mis dans cette situation-là à cause de leurs opinions. Donc, pour nous, l'inclusivité voudrait qu'on sorte d'abord ces personnes-là. D'ailleurs, c'est leur droit, parce qu'on ne peut pas concevoir dans un État, une société démocratique, un État de droit, arrêter des gens à cause de leurs opinions, à cause de l'exercice de leur liberté publique. C'est inacceptable. Donc, on doit les sortir pour leur permettre éventuellement de participer aussi au dialogue. Et notre préalable que nous avions soulevé à l'époque, qui a été aujourd'hui réglé, c'était de voir les groupes, un groupe de membres de la communauté internationale venir en soutien. Soutien d'abord sur le plan diplomatique, politique, mais aussi soutien financier au travail du facilitateur. Parce qu'il doit le faire de manière... Il doit avoir ces moyens-là pour davantage lui rassurer l'indépendance et la neutralité. Donc malheureusement, nous avons constaté que jusqu'à ce jour, le facilitateur a travaillé de manière qui l'a placé dans une situation de partialité. Il n'a pas fait preuve, en réalité, d'indépendance et d'impartialité. Et c'est dommage que nous soyons arrivés à ça, mais vous savez, nous nous battons pour que les choses avancent, parce que le pays ne doit pas être bloqué. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé de discuter avec plusieurs partenaires nationaux, internationaux, de manière à faire débloquer cette situation. Ça peut se débloquer cette semaine. Ça sera une très bonne chose. Alors, un autre sujet d'actualité dont on parle, hein, Daryl Lewis, l'Américain là, qu'on a passé pour mercenaire ici, il porte plainte aux États-Unis contre le patron de l'ANER et les ministres de la Justice de la RDC. Il y a eu une levée des boucliers de la part du ministre également qui s'est entretenu sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces propos-là? Alors, vous savez que depuis plus de 25 ans, je ne fais que le travail de promotion et de défense des droits de l'homme. Et les personnes, la catégorie de personnes pour laquelle je suis davantage engagé, ce sont des victimes de violations des droits de l'homme. Parmi lesquelles nous avons des victimes de mauvais traitements, d'arrestations, de détentions arbitraires, de mauvais traitements, de tortures. Lorsque les procès, les dossiers de l'ex-gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, a commencé, nous n'avons pas cessé la cage. Nous avons soit par des points de presse, des interventions dans des médias, même des écrits. Nous avons beaucoup écrit. Nous avons envoyé beaucoup d'écrits au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, présidence. Nous avons écrit même à l'ANR, même au procureur général de la République, pour leur rappeler l'obligation de la RDC en matière de respect des droits de l'homme, principalement en matière d'arrestation, de la protection des personnes interpellées ou des personnes arrêtées et mises en détention. Nous leur avons rappelé que le fait d'arrêter quelqu'un et le détenir dans un lieu secret constitue l'une des formes de torture, de mauvais traitements, des châtiments cruels, et qu'il faut faire très attention. Nous avions demandé leur intervention pour que ce genre de choses ne puissent pas se faire. Et même dans les dossiers là, nous avons plusieurs fois attiré leur attention en disant que ceux qui posent ces actes, tout comme ceux qui les tolèrent, qui les encouragent par leur silence
ou l'abstention alors qu'ils étaient dans une position officielle d'agir pour que ça cesse, ils risqueraient de faire engager les responsabilités pénales, individuelles. Si ce n'est pas sur le territoire de la République démocratique du Congo, ça peut se faire même au niveau international parce qu'il existe aujourd'hui une convention que la RDC a ratifiée qui interdit strictement ce genre d'actes. On ne nous a jamais écoutés. Et aujourd'hui, M. Darryl, sujet américain, a été arrêté, détenu dans des conditions qui n'ont pas respecté ni les règles de procédure congolaises, ni la convention elle-même qui interdit la pratique de torture, ni les autres instruments qui interdisent aussi des mauvais traitements. Donc, il est de son droit, en tant que victime, de pouvoir s'adresser à un juge dont il estime comme pouvant examiner sa situation et lui faire droit. Donc, nous encourageons cette action parce que la victime doit être traitée conformément aux instruments juridiques internationaux des droits de l'homme sans tenir compte de son appartenance tribale, ethnique ou raciale. Même si c'est un Américain, mais à partir du moment où cet Américain, comme les autres Congolais qui croupissent encore à Makala, qui sont au nombre de 7, n'ont pas été traités conformément aux engagements internationaux de la RDC, les personnes lésées dans leurs droits doivent porter plainte contre les personnes qui considèrent comme responsables de ces abus de leurs droits. Mais là, ils engagent l'État. Hein. C'est pour cela que les ministres a parlé des avocats qui doivent... Non, c'est à tort. Là, je vous parle en tant que juriste, quelqu'un qui travaille depuis des années sur les questions des droits de l'homme. J'ai fait beaucoup de procédures en la matière au niveau international. C'est une responsabilité individuelle. La Convention impose à tout État, la Convention contre la pratique de la torture et des mauvais traitements impose d'ailleurs à tout État qui adhère de prendre des dispositions pour instaurer la compétence universelle. C'est-à-dire de manière à ce que lorsque un citoyen relevant de son territoire ou d'un autre État serait soupçonné d'avoir commis ou encouragé ou toléré des actes de torture et de mauvais traitements, puisse être poursuivi devant ses propres juridictions. Et ça, c'est clair. Alors, c'est une responsabilité individuelle. Même si les personnes visées ont eu à agir en utilisant leur qualité officielle, mais la qualité officielle en matière de crimes internationaux ne compte pas. Cette qualité est non pertinente. Donc, on doit oublier cette affaire-là de penser que la plainte déposée par M. Lewis Darryl devant un juge aux États-Unis qui vise les deux responsables de la RDC, comme vous l'avez cité, engage la République démocratique du Congo. Peut-être la République démocratique du Congo pourra être appelée comme civilement responsable pour être condamnée in siludum en ce qui concerne les intérêts civils, parce que j'ai lu dans la plainte qui a été publiée par Jeune Afrique que M. Darryl réclame 4,5 millions de dollars comme préjudice ou dommage-intérêt. Mais en ce qui concerne les faits, les responsables individuels pénalement sont les citoyens congolais qui ont agi en tant que ministre ou en tant que plus haut responsable du service de sécurité mis en cause. C'est clair. Alors, Maître Georges Kapiamba, vous êtes président de la CAJ. La CAJ a publié le 2 août un communiqué qui faisait état de manifestations et réunions publiques récentes. Exact. Nous avons effectivement publié ce communiqué de presse, c'était hier, pour donner notre bilan, les constats que nous avons faits de l'exercice des libertés publiques dans notre pays, que ce soit à Kinshasa et dans certaines provinces de notre pays, pour la période allant du 20 au 31 juillet 2016.
Et nous avons d'abord constaté, relevé que pendant cette période, la majorité présidentielle, les partis qui constituent la majorité présidentielle ont eu à s'exprimer ou à organiser, que ce soit des manifestations ou des marches, des réunions publiques, au moins 10 fois. Et que ces réunions ont été encadrées par les forces de sécurité et aussi accompagnées par les supports médiatiques des médias publics, c'est-à-dire la RTNC ainsi que l'ACP. Nous avons aussi constaté, relevé que, qu'en ce qui concerne l'opposition et les organisations de la société civile, nous avons dénombré qu'elles ont toutes les deux mises ensemble, organisé 4 manifestations et réunions publiques à travers les différentes provinces telles que nous avons indiquées. Et que 9 de leurs manifestations et réunions publiques ont été interdites, parmi lesquelles 3 ont fait l'objet d'une répression que nous avons dénoncée, que nous avons condamnée de la part des forces de sécurité, notamment à Kisangani le 25 juillet, à Lubumbashi le 26 et le 27 juillet. Et à l'issue de cette répression, il y a eu des blessés, des personnes arrêtées et aussi quelques morts enregistrés à Kisangani. Nous avons déploré cet état de choses et nous sommes quand même félicités du fait que déjà le 30 juillet, tous les membres de l'UDPS qui étaient au nombre de 14 qui étaient arrêtés à l'issue de leur réunion à Lubumbashi ont pu être libérés. Nous avons rappelé aussi, constaté que les médias publics n'ont pas pu, c'est-à-dire la RTNC, n'ont pas accompagné, n'ont pas reporté et diffusé les activités de l'opposition et des organisations de la société civile, alors qu'au terme de la Constitution, nous avons indiqué, l'article 24, ce sont des services publics auxquels tout le monde doit avoir accès dans les mêmes conditions, sans tenir compte de sa coloration politique. Et nous avons rappelé le gouvernement l'obligation de faire respecter la Constitution en la matière et appeler tout le monde à respecter. Mais nous nous sommes aussi félicités, nous avons félicité les forces de sécurité, principalement la police nationale, pour le travail abattu lors de l'arrivée du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, ainsi que lors de la tenue du meeting le 31 ici à Kinshasa. Et enfin, nous avons appelé le gouvernement congolais, nous avons dit ce qui est fait jusqu'à ce jour n'est pas suffisant. Il faut davantage prendre des dispositions, veiller à ce que l'espace ou les espaces d'expression ou d'exercice des libertés publiques, telles que les manifestations, des réunions publiques pacifiques, les médias publics, soient davantage ouverts à tous les courants politiques et sociaux de notre pays au nom de la démocratie. Enfin, nous avons à la même occasion dénoncer l'instrumentalisation de la justice dans le dossier de Moïse Katumbi. Exact, en revenant sur les témoignages accablants